Laurent Bonnard, qui est journaliste, qui est notre modérateur, qui, même avant de commencer le débat, il a déjà fait un gros boulot. Il s'est présenté comme journaliste, mais je le vois plus comme chef d'orchestre, parce qu'il a parlé avec tous les solistes, il s'est mis d'accord et il a une idée en tête de comment faire l'ensemble. Et il y a un rôle très important, le public va jouer un rôle très important dans son idée. Alors je lui laisse la parole pour nous conduire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais les solistes sont libres, on est d'accord? C'est ça qui est assez difficile. Mais bon, bref. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me semble que le cadre, en fait, de notre dialogue pour cette fin d'après-midi est tout à fait clair. On a du pain sur la planche. Je vous dis tout de suite, on a du pain sur la planche. Mesdames et messieurs, je dois dire d'abord que c'est un véritable plaisir, mais un véritable plaisir de vous rencontrer ici pour cette heure et demie en commun, de réflexion en commun. Mais vraiment, un plaisir, c'est pas un mot de circonstance. Voilà. Mais il y a quand même un mais. Il y a toujours un mais. C'est ça qui est terrible. Il faut que je me confie à Stéphane Birchmeyer, je crois. Non, ce qu'il y a, c'est que chacune de vos solistes, de vos panélistes, aurait assez de choses à vous dire pour remplir, mais à lui seul, donc, ou à elle seule, toute l'heure qui est à disposition. Voyez ? Donc on fait une première pause à 22h30, grosso modo, si vous voulez. Voilà. Donc, mais en réalité, ce qui va se traduire par une discipline chronométrique d'acier, je vous le dis tout de suite. Voilà. Bref, voilà comment nous allons commencer. Je vous résume les choses. Du reste, tout est sur la fiche, grosso modo, tout est sur la fiche que vous avez reçue. Premier panel, puis un titre alors qui est absolument clair comme l'eau de roche. Bon, 2 points. Égalité des sexes et des genres, une utopie, point d'interrogation. Point d'interrogation. Et pour alimenter notre réflexion, maintenant et surtout plus tard, 4 invités et invitées. Il faut bien sûr que je vous les présente, que nous fassions connaissance le plus rapidement possible. Donc, tour de table. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le premier panel, je dirais, à ce site particulier, c'est qu'il est totalement paritaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 femmes, 2 hommes, 2 aînés, si je peux me le permettre, mais ça, c'est des jeunets par rapport à mon âge qui vous parlent d'avant la guerre de 14-18. Voilà. Tour de table, c'est-à-dire, je vais vous faire une petite présentation des solistes, de vos invités, suivie chaque fois d'une première question qui devrait le permettre de dire de quel bois il ou elle se chauffe, tout de suite, et plus tard, au moment où on boira des verres, et lorsque vous les tirerez par la manche pour approfondir la réflexion. Vous voyez ? C'est simple. Première sprinteuse relayeuse du panel numéro 1, Lara Atassi, mesdames et messieurs. Je suis un peu dans la peau d'un speaker, vous voyez, avant le 4x100 mètres mixte, mais bon, voilà. Lara Atassi, c'est une sorte de preuve par l'exemple. Preuve par l'exemple, depuis mi-janvier, Lara Atassi est présidente du Parlement des jeunes genevois, tout en poursuivant des études de médecine. Elle est en 2e année, et il y a un contrôle antidopage toutes les 2 semaines, disons grosso modo, vous voyez, pour qu'elle supporte un peu le travail qui est le sien. Alors, est-ce qu'on dit Parlement des jeunes genevois ou Parlement genevois des jeunes? C'est quoi exactement, Lara Atassi? Oui, justement, voilà. Enfin bref, là on devrait dire probablement Parlement des jeunes, genevoises et genevois, si c'est dans ce sens-là, voyez. Bon bref, Lara Atassi, est-ce que la question de l'égalité est à l'ordre du jour dans votre Parlement? Je sais qu'en fait vous êtes la 2e présidente. Le Parlement il existe depuis combien? Depuis 7 ans? Oui, exactement, depuis 7 ans. Et puis vous êtes déjà la deuxième présidente. Ouais. C'est quand même... Il y a de l'espoir, quoi, grosso modo. Ah oui, oui, largement. Et puis on a déjà eu des comités à majorité féminine. Donc on dit bien Parlement des jeunes genevois. Oui. Et pour faire plus court, on dit même PJG. Bon, d'accord. Et donc nous, c'est une association en fait de jeunes qui créent des projets à Genève. Et puis on a une commission entière qui se charge un peu de l'égalité. À la base, c'était sur les questions de harcèlement. Donc c'est le nom qu'elle a, commission harcèlement. Et donc, le but n'est pas d'harceler les gens pour qu'ils viennent dans la commission.
Et donc elle a créé plusieurs projets, par exemple une zone relou, qui est une zone dans la rue où, avec des speakers, il y a des insultes ou des messages que des femmes ont déjà entendus dans la rue, qu'ils étaient mis en boucle, et avec un peu des stands pour expliquer tout ça, et voilà. Comme ça, les gens, femmes et hommes, peuvent un peu se représenter qu'est-ce que c'est de marcher dans la rue quand on est une femme. Et puis, sinon, on organise une conférence dans un mois sur les femmes et l'accès aux soins. Qui vous concerne directement, comme étudiante en médecine. Ouais, alors en plus, ça concerne aussi les 2 présidentes de la commission, qui sont les 2 en médecine aussi. Donc je peux vous dire qu'elles ont vraiment beaucoup travaillé pour cette conférence. Et, Tous les contrôles antidopage, quoi, grosso modo, nécessaires. Ouais, voilà. Vraiment. Et donc vous êtes en fait combien? Vous êtes combien en tout dans le Parlement? Bah, on est environ une 50aine de membres actifs, donc ils ne viennent pas à chaque fois. Mais comme j'ai dit, c'est une association, donc il y a un comité de 5 personnes et puis des membres qui viennent aux séances et aux événements pour aider, etc. Et vous disiez, est-ce que vous me disiez au téléphone, vous avez eu un cœur? Et les gens qui étaient là au départ sont toujours là? Non, pas forcément. Parce qu'ils finissent leurs études au bout d'un moment. Voilà, alors nous, en plus, il y avait une limite d'âge à une époque qu'on a retirée il y a 1 an et demi. Mais forcément, on avance. Et puis, une fois qu'on a un peu tout appris de ce que le PJJ peut Erasmus. Ah voilà, évidemment, en Erasmus. Exactement. Et en fait, est-ce que vous avez des perspectives ou des perspectives précises, les choses comme ça? Ah, on va à l'année, même parfois au mois le mois. Donc, chaque année, on perd la moitié des membres du comité à peu près. Donc on ne peut pas trop prévoir à long terme. Il y a encore une question qui me tarabuse depuis qu'on se parlait du reste. Est-ce que vous avez des liens avec l'officialité genevoise, en fait, avec le Parlement des aînés, si je peux dire les choses comme ça? Vous êtes le véritable Parlement, mais avec le Parlement traditionnel, si je puis dire. Alors nous, en plus de projets concrets, on essaie de faire un peu un lien avec les autorités. Voilà. Donc on a des rencontres avec typiquement la conseillère d'État en charge du DIP. Et puis quand on a des petits projets à défendre au Parlement, parfois on se fait auditionner. Mais c'est assez rare. Après on les invite parfois à nos événements. Et ils viennent. Ouais, souvent. Et la conseillère d'État, dans le fond, elle fait appel à vous de temps en temps, ou comment ça se passe? Alors oui, elle fait plutôt... c'est les anciens du PJJ qui ont réussi à établir un bon lien. Voilà. Et puis maintenant, elle nous invite en gros 2 fois par an pour discuter de comment on peut améliorer l'enseignement ou le cadre scolaire. C'est principalement là, évidemment, forcément, sur des questions d'enseignement, en fait. Bon, alors moi, je trouve que toutes les thématiques touchent les jeunes. Et c'est un gros débat, mais effectivement, au Parlement, on va plus dire « Ah, vous parlez des jeunes ?» On va caser avec l'école. Voilà. Et puis les autres sujets, c'est pour les grands. Vous comprenez, en fait. Je ne sais pas si Lara va allonger sur ce point, mais il est délicat, on est d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette introduction. C'était parfait, sans aucun parti pris, du reste. Sans aucun parti pris de genre. À vous la parole. Céline Molinier, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un, mesdames et messieurs, s'il y a quelqu'un qui connaît vraiment bien toute la mécanique des institutions des Nations Unies, c'est vous. Mais pas uniquement à Genève, du reste. Pas uniquement à Genève, sur le terrain aussi. Mais puisque vous avez travaillé pour le PNUD, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour le développement, par exemple, pendant 5 ans, en Mauritanie, m'avez-vous dit, donc tout près des besoins des communautés, en réalité. Voilà, c'est cette expérience sur place, mais aussi à Genève, à vous qui avez été du reste directrice du bureau du PNUD à Genève, c'est cette expérience qui nous intéresse, entre autres. Cécile Molinier, par ailleurs membre du comité exécutif de Gressels, à qui nous devons cette réunion. Merci encore, Monsieur le Président. Cécile Molinier, du point de vue, en fait, de l'arsenal des normes, je crois que sur le thème de notre journée, de notre réunion d'aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut. Mais le décalage, il se fait certainement avec l'action sur place, avec l'action sur le terrain.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'utopie restera toujours une utopie? Alors là, vous posez beaucoup de questions en une seule phrase, hein. Si vous voulez, basé sur mon expérience, à partir du moment où je suis partie sur le terrain, parce qu'au début, quand j'étais au siège à New York, j'étais plus dans les départements techniques d'appui, conférences et administration et management, donc je n'étais pas vraiment en prise directe avec ce qui se passe dans les pays. Mais quand j'ai eu l'occasion de découvrir le travail de développement des Nations Unies, je me suis dit que c'était vraiment là que je voulais aller. Et c'est pour cela que je suis partie avec le PNUD. Et effectivement, une fois arrivée sur le terrain, j'ai eu le sentiment que c'était ce que je voulais faire. Et c'était ce que je voulais faire parce que je travaillais en permanence avec des gens. Que ce soit les gens qui faisaient partie de mon équipe, donc au PNUD, ou les collègues des autres agences, mais encore, à mon avis, beaucoup plus important, les personnes avec qui on travaillait dans le pays pour essayer, en quelque sorte, de faire avancer un certain nombre de choses et de contribuer à faire une différence. Et assez rapidement, j'ai été convaincue que ma légitimité, si j'ose dire, qui n'avait rien de personnel, mais qui était liée à l'organisation que je représentais, puisque dans ces pays, j'étais la représentante du PNUD, mais aussi la coordonnatrice résidente des Nations Unies, et j'étais en quelque sorte le visage, si j'ose dire, des Nations Unies dans ces pays. Et pour moi, la caractéristique la plus importante de ce que je représentais, c'était justement ce rôle des Nations Unies en tant que dépositaire de tous ces instruments qui constituent le droit international, que ce soit la Déclaration universelle, les pactes, les conventions, l'ensemble des normes. Et c'est ça qui nous donne en fait notre légitimité, et c'est ça qui nous différencie des autres partenaires de développement qui sont tout aussi présents, tout aussi actifs que nous le sommes. Nations Unies, c'est nous, en quelque sorte, qui devons parler pour rappeler la légitimité de ces instruments et surtout rappeler aux États membres qui sont nos partenaires, puisque nous sommes une organisation intergouvernementale, qu'ils ont ratifié ces instruments. Donc, ils se sont engagés à les mettre en œuvre. Et ça, c'est la question que vous posez. Évidemment, entre l'engagement qu'ils ont pris et beaucoup d'entre eux de bonne foi, de très bonne foi, et la traduction de ces engagements sur le terrain en actions concrètes, en législation, puisque ça commence, on parle de l'égalité, on parle de la lutte contre la discrimination, ça commence par la législation nationale. L'écart entre ces normes internationales et la législation nationale, c'est le point de départ, c'est le point d'entrée pour nous. Et nous travaillons, si vous voulez, sur la base de la persuasion. Nous n'avons aucun dispositif coercitif, et c'est tant mieux, ce n'est pas du tout le rôle des Nations Unies. Mais nous sommes là pour rappeler, en fait, à nos partenaires qu'ils se sont engagés à faire un certain nombre de choses et que c'est vraiment dans leur intérêt à eux, en tant que dirigeants, en tant qu'autorité d'un pays qui joue un rôle au niveau international, de montrer qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, tous les efforts qu'ils peuvent pour s'acquitter de ces obligations. Alors, il y a quelques cas, hein, je ne suis pas naïve, je ne vais pas vous peindre un tableau tout rose. Il y a quelques cas où, effectivement, les engagements pris sont plus au niveau de la forme, de la rhétorique, que de la conviction profonde. Mais, dans la plupart des cas, c'est vraiment, très souvent, une question de capacité. Et notre rôle, en tant que Nations Unies, c'est justement de contribuer à renforcer, pour utiliser notre jargon, hein, renforcer ses capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de contribuer à ce que les institutions fonctionnent, qu'elles reposent sur des bases justement juridiques plus solides, que les membres de ces institutions aient les compétences et les capacités pour faire le travail qui est attendu d'eux, et surtout, et ça c'est très important, qu'ils comprennent que ce travail ne pourra être bien fait que s'il est fait justement avec l'ensemble des personnes qui sont concernées, les fameux stakeholders, hein, les fameuses parties prenantes. Ça, c'est un aspect important de notre travail. Mais il y en a un autre. Vous avez parlé de la Mauritanie.
Et si je peux donner juste un exemple Absolument. rapidement. Bon, la Mauritanie est une république islamique, mais c'est un islam malékite, c'est-à-dire extrêmement ouvert. Et en fait, c'est un pays où, en tant que femme et en tant que représentante des Nations Unies, je me suis toujours sentie non seulement très à l'aise, mais où j'ai pu faire mon travail sans la moindre entrave ni la moindre contrainte. Mais on sent dans un pays comme la Mauritanie le poids, si j'ose dire, et les contraintes culturelles. Et au niveau des perceptions et au niveau des mentalités. L'exemple que je vais vous donner, il est un peu dur, c'est celui des mutilations génitales féminines. Quand je suis arrivée en Mauritanie en 2002, la position des autorités était que certes, c'était un problème qui existait en Mauritanie, ça ressortait d'ailleurs dans un certain nombre d'enquêtes, mais c'est un problème qui ne se rencontrait que dans certaines couches ethniques de la population. Alors la Mauritanie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un pays qui est profondément divisé sur le plan ethnique. Vous avez les Maures blancs, les Beydanes, qui ont toujours dirigé la Mauritanie, y compris quand c'était une colonie française. Vous avez ce qu'on appelle les négro-mauritaniens, c'est-à-dire des populations africaines le long du fleuve Sénégal. Et puis vous avez les Haratines, qui sont en fait des descendants d'anciens esclaves, mais d'Afrique centrale, qui étaient les esclaves des Maures blancs. Et donc la position des autorités, c'était que le problème, il était là, certes, mais on ne le rencontrait en gros que chez les populations négro-mauritaniennes, comme par hasard. Et en fait, les enquêtes que nous faisions au niveau des Nations Unies montraient que ça n'était pas le cas. C'était vraiment un problème qui était généralisé à l'ensemble, à toutes les couches de la population mauritanienne, ethniquement, mais aussi socialement. Quel que soit le niveau social et même le niveau économique, on trouvait ce phénomène. Et on le trouvait parce que c'était ancré, si vous voulez, dans les mentalités, au niveau des familles, au niveau des communautés, des villages, qu'une femme, pour être considérée comme une femme bien, entre guillemets, devait être excisée. Et quand on a pris le problème à bras-le-corps, au niveau des Nations Unies, je dois dire qu'au début, je n'en suis pas très fière, ma réaction en tant que PNUD, là, c'était de dire à mes collègues du FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population, qui s'occupe de toutes ces questions de santé, de la reproduction et de droits des femmes, et UNICEF, ça c'est vraiment un problème pour vous, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Et il a fallu qu'on réfléchisse ensemble pour que je vois ce que l'on pouvait faire ensemble, et notamment sous l'angle des droits, bien entendu, et sous l'angle du développement au sens le plus large. Et nous n'avons pu aider le pays à progresser qu'en travaillant tous ensemble sous ces différents angles, mais surtout en travaillant au niveau des communautés. Et dans les communautés, en travaillant donc avec les familles, alors pas seulement les femmes bien entendu, mais aussi les hommes, et avec les responsables d'opinion. Et en Mauritanie, les responsables d'opinion, ce sont les imams. Et donc nous avons travaillé avec eux pour qu'eux-mêmes, dans leur sermon, si j'ose dire, du vendredi, au moment de la grande prière, montrent qu'il n'y avait absolument rien dans le Coran qui disait que les femmes devaient être mutilées. Alors ça a été très progressif, mais au bout de 2 ans, si vous voulez, les autorités reconnaissaient que les mutilations génitales féminines, c'était un problème général, c'était un problème de développement, ça n'était pas qu'un problème de santé, mais c'était un problème de droit, c'était un problème d'habilitation des femmes. Et c'est comme ça, en travaillant à ce niveau-là, à tous les niveaux, qu'on a pu progresser. Alors, votre question utopie, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est une utopie? C'est effectivement, c'est un idéal, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas réalisable. Pour moi, une utopie, c'est un idéal dont on doit se rapprocher, dont on peut se rapprocher sans qu'il coïncide. Il ne coïncidera jamais à 100% avec la réalité. Il y aura malheureusement toujours des écarts. Mais qu'il y a déjà un petit bout de ce point d'interrogation de droite, c'est parfait. Merci beaucoup. Jesse Anish, merci beaucoup de nous avoir rejoints d'abord. Vous aussi, comme Lara Atassi, vous poursuivez vos études. Vous, c'est en économie politique à l'Université de Lausanne. Et alors, à titre personnel, je vous remercie, parce que comme lausannois disséminé, je me sentais un peu seul jusqu'à maintenant, mais bon, vous êtes là, c'est bien. Niveau bachelor, si je me souviens bien, vous étiez membre du comité exécutif de l'association Jimoun. Oui, c'est d'accord.
Alors, j'ai 3 questions. J'ai 3 questions en une. Bah oui, déjà, je me suis fait reprocher par Cécile Molinier d'avoir posé 3 questions en une, mais je continue. En fait, c'est très joli comme acronyme, Jimoon, en réalité, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? 2, quel est le but de votre association? Et puis, en fait, comment ça fonctionne à l'intérieur? Ça m'intéresse beaucoup, ça nous intéresse certainement beaucoup. Et comment ça fonctionne à l'intérieur du point de vue de la parité? Vous voyez, c'est le déchet, en fait. Enfin, c'est le début. C'est le début d'une enquête de la police des genres que je représente ici ce soir. Alors déjà, merci à tous d'être venus, si nombreux. Et merci à donc, Monsieur Bonnard d'avoir voulu jouer les modérateurs aujourd'hui. Donc la première question, l'acronyme Jimoon, parce que c'est un acronyme, c'est pas le nom d'un dictateur coréen. C'est Geneva International Model of United Nations. Donc en gros, ça reflète l'activité principale de l'association qui consiste à organiser une conférence qui s'appelle... Enfin, une conférence qui consiste à simuler une collection de comités des Nations Unies. Donc en gros, ce sont des étudiants qui postulent pour représenter différents pays au sein de différents comités des Nations Unies. Et donc c'est de là que vient le Model of United Nations. Et Geneva, parce que voilà, c'est évident, international, on a la chance d'avoir beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier, ce qui donne un certain attrait à la conférence. Et deuxième question, c'était quoi déjà ? En fait, j'avais une première question, c'était en fait qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme magnifique. La deuxième, c'était en fait l'objectif de Jimoon en fait. Ouais, d'accord. Bon, j'ai un peu répondu, mais donc évidemment l'objectif c'est de sensibiliser la communauté voilà, étudiante à diverses problématiques de diplomatie internationale. Et oui, on garde toujours. Le but, c'est principalement de favoriser l'échange entre différentes personnes qui ont différents backgrounds, et qui viennent de différents pays. Et donc, voilà, c'est principalement sensibiliser, encourager une certaine activité politique et puis encourager le dialogue. Et puis ma troisième question, c'était une question subsidiaire pour la police. Est-ce que la question de la parité est à l'ordre du jour? Est-ce que vous faites des progrès peu à peu? Écoutez, tout d'abord, j'ai le même problème que ma collègue de droite, dans le sens où, étant donné que c'est une association étudiante, on y reste en général 1 année, 2 années, peut-être 3 années, mais c'est difficile d'avoir une vision à long terme. Donc je pourrais pas vraiment vous dire à quel point ça va évoluer, mais j'ai l'impression que d'année en année, c'est souvent quand même il y a souvent au moins un des comités qui va parler justement de l'égalité de genre. Et après, au sein de l'association, je sais pas à quel point c'est difficile de se prononcer justement. Cette année, par exemple, on n'a que des femmes dans notre comité exécutif, et puis je sais pas, ça n'a choqué personne en tout cas, donc c'est peut-être un début de réponse. C'est déjà plus un problème, si je puis dire. Il faut relativiser parce qu'on a une association étudiante, donc c'est probablement une structure un peu plus horizontale, disons. Il n'y a pas, étant donné qu'on est tous volontaires, il y a moins de rapports de hiérarchie, de pouvoir, disons. Donc à mon avis, il faut relativiser aussi, mais je pense que vous êtes en bonne voie, quoi. Oui, voilà. Je pense que les femmes ont une chance à Jimoon. Elles sont toutes bienvenues. Cet exercice de simulation, c'est un exercice de simulation, en fait, on peut dire. Annuel, quoi. Annuel, c'est ça? Exactement, ouais, chaque année. Est-ce que c'est vous qui choisissez le thème, ou bien c'est comment? C'est nous, oui, ce sont les gens qui sont actifs à Jimoon. Donc on a 2 secrétaires généraux qui s'occupent de recruter les chairs, comme on les appelle, c'est-à-dire les gens qui vont organiser chaque comité. Voilà. Et les thèmes sont choisis, c'est-à-dire chacun peut proposer des thèmes et ensuite en accord avec les secrétaires généraux, on vient à une décision finale. Et notre thème d'aujourd'hui n'est jamais venu sur le tapis. J'insiste un peu, excusez-moi. Si, il est déjà venu, oui. Oui, ouais. D'accord, super. Merci beaucoup, vraiment. 4e et dernier invité de ce panel numéro 1, comme on dit aux Nations Unies, bon voilà, Maurice Grabert. Alors pour le modérateur de service, je vous dis tout de suite, la présence de Maurice Grabert, c'est un délice. C'est un délice parce que, d'abord, Maurice Grabert est là, je peux m'en aller. D'abord parce qu'il est ici chez lui.
Il est ici chez lui, comme disait Stéphane Birchmeyer tout à l'heure. Il a été cofondateur de Cité Senior il y a une douzaine d'années, on est d'accord. Je lui ai demandé tout à l'heure si les meubles étaient les mêmes. Il m'a dit la répartition des espaces était les mêmes, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la salle à droite. Et, enfin, il n'y a pas l'entrée qui donnait sur la rue de Lausanne, c'est ça? Presque. D'accord. Donc, alors, je ne sais pas... Bon, d'abord, il est comme chez lui. En fait, il est chez lui. Et puis, en plus, parce que son activité permanente, c'est stupéfiant, vous allez voir. Donc, son activité permanente recouvre, mais exactement notre champ de réflexion d'aujourd'hui. Et bon, j'ai pas le temps de vous dire, de tout vous dire, mais en gros, Maurice Grabert a été sur une base de formation en théologie et en sociologie. Maurice Grabert a été aumônier de l'Université de Genève. Aux manettes de la promotion internationale du CICR. Il faudrait que vous me disiez un peu à peu près si on a le temps. À quoi ça correspond. Adjoint de direction de la ville de Genève, sans compter alors une fondation qui a un nom absolument magnifique, Éthique et Valeurs. Voilà, vous voyez. Donc, Maurice Grabert, en 3 minutes, s'il vous plaît, votre vie, votre expérience... votre vie, votre expérience pour vérifier si l'utopie va rester toujours une utopie, vous voyez? S'il vous plaît. Merci, Laurent. Alors, je pense que ça devrait marcher, là. Mais je suis effectivement très ému de me retrouver ici parce que je suis effectivement un peu à la maison, hein, oui. Tout à fait. Et puis doublement, puisque Laurent et moi avons caracolé dans les rues de Lausanne en tant qu'étudiants il y a fort longtemps. Mais justement, quand je repense à cette époque, vous savez que moi, au collège, j'étais dans des classes qui n'étaient pas mixtes. Oui. Il faut quand même le dire. J'ai donc voté pour le droit des femmes. Je crois que c'est le droit de vote qui était, je crois, en 71. Bref, mais c'est dire, si vous voulez, si on voulait retracer le chemin parcouru, mais enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, quand même, j'étais en 68 à Paris. Évidemment que j'ai vu cette espèce d'explosion incroyable. Mais si vous voulez, ce que je voudrais peut-être dire, c'est... On a chacun son parcours, son histoire, et finalement les 70 dernières années sont très importantes. Vous voyez que je suis déjà marqué par mes va-et-vient internationaux. 70 donc, 70, parce que je suis quand même lausannois, 70. Donc les 70 dernières années. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le parcours de cette utopie. Parce qu'au fond, après le téléphone de Laurent, je me suis dit, bon, je vais prendre quelques notes et tout. Comme ça, puis je gribouillais comme ça chaque jour un bout, puis je me suis aperçu que finalement j'en avais 12 pages. Hein. Alors évidemment 3 minutes, ça fait 4 pages par minute, ça devrait aller. Quoi. Je vais pas te prendre des minutes, mais il faudrait qu'on examine cette question de l'arsène, parce que ça veut dire quoi? Je pourrais pas lui donner mon micro, par exemple. Comme ça, je pourrais plus jamais l'interrompre, mais ça fait rien. On suit les ordres du technicien. C'est celui-là que tu veux? D'accord. Voilà, est-ce que ça marche mieux? Ah oui! Il n'y a plus de l'arsène, c'est incroyable. Mais merci, Laurent. Merci, parce que je commençais à me sentir... Ah, ça recommence. Donc, il ne faut pas que je parle trop près. Hein. Je pense que c'est à peu près ça. Ni trop fort, c'est pas du tout... Ah, il faut parler près, très bien. Ouais, mais pas trop fort. Très bien. Donc, je disais... Fort et assez près. Est-ce que ça marche? C'est moi qui règle ici. Très bien. Vous voyez que cette maison est structurée, c'est pas n'importe quoi. Hein. Il y a des responsables. Le technicien est tout puissant. Mais absolument, après Dieu, évidemment, comme sur les bateaux, le capitaine. Et justement, je vais y venir. Parce qu'au fond, oui, je voulais juste vous... En prenant mes notes, si vous voulez. Il y a une archéologie ou une histoire de cette idée, de cette utopie, si vous voulez, de l'égalité hommes et femmes. Et c'est très intéressant parce que c'est probablement un des plus grands chantiers de l'humanité depuis 25 siècles. Je le dis parce que, si vous voulez, au 5e siècle avant notre ère, le fameux poète grec, le grand poète grec tragique Euripide, disait que les femmes sont à l'égal des hommes, ont la maîtrise de leur corps et de leur esprit. Il était en train de formuler à peu près le contenu de ce qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et par la suite confirmé par toutes sortes de législations, etc. Bref, donc ce qui est très intéressant, c'est que quand on remonte le fil, si vous voulez, ça n'était qu'une idée, mais au fond, une utopie, comme le disait Madame tout à l'heure, ça commence par être une idée, une aspiration,
mais qui s'exprime par-ci, par-là, pas seulement en Occident, je parlerai surtout de la culture occidentale, mais on pourrait faire la même démarche dans d'autres cultures. Le chemin est différent, mais ça ne fait rien. On voit, si vous voulez, le christianisme primitif était extrêmement ouvert au départ. Les communautés primitives, et d'ailleurs pas pour rien, parce que dans les évangiles, vous pouvez toujours trouver une trace de machisme, et je vous tire mon chapeau. Au contraire, les femmes étaient autour de Jésus, c'était une véritable révolution. C'est elles d'ailleurs qui sont présentées comme les témoins de la résurrection. Et puis alors l'apôtre Paul a dit la phrase la plus révolutionnaire qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il dit « Il n'y a pour nous », et il voulait dire pour nous chrétiens, il s'adressait à une communauté, une des premières églises, « Pour nous, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme ». Alors vous voyez, quand l'idée est la réalisation, évidemment, il y a eu un sacré bout de chemin, d'autant plus que, comme vous le savez, ça s'est un peu gâté par la suite, mais aujourd'hui, ça rebouge. Voilà, c'était juste pour retracer un peu déjà les points de départ. Il y a des fondements, si vous voulez, très profonds. On n'est pas en train de parler d'une espèce de manie moderniste. On est sur des grands enjeux profonds qui ont à voir avec la nature même, avec la condition même de notre humanité, des uns et des autres, des unes et des autres. Merci beaucoup. Il fallait qu'on se remémore ces passages-là, parce qu'actuellement, la situation de l'Église, disons, n'est pas extraordinaire. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des crises. Oui, mais il faut surtout pas se laisser obnubiler et fasciner par la situation européenne. Vous savez, on est dans l'ère de la mondialisation. Il faut avoir un coup d'œil un peu plus large. Mais c'est un autre débat qui pourrait très bien avoir lieu. C'est sur le rôle des religions par rapport, si vous voulez, à cette thématique de l'égalité. Si vous allez en Amérique latine, en Asie, en Extrême-Orient ou en Afrique, c'est pas du tout pareil. Voilà, mais c'est un autre débat. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, vous avez fait connaissance avec vos 4 panélistes. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez, mais gentil, donc, s'il vous plaît. Mais si ce n'est pas tout de suite le cas, moi, je vais vous proposer peut-être... ben oui, ça serait peut-être pas mal. Je vais vous proposer... Ah, volontiers, j'arrive, parce que le micro est absolument nécessaire. Le micro est nécessaire, on est d'accord. Bonjour, j'aurais une question pour Cécile. Je voudrais savoir quel type d'enjeu tu as rencontré en tant que femme et au sujet de l'égalité des femmes dans ta carrière à Genève. Comme là, on a eu une première impression de ce qui s'est passé en Mauritanie, j'aurais bien voulu savoir à Genève quel type d'enjeu tu avais rencontré. Oui, et ça, avec le deuxième panel, on va venir aussi à Genève, parce que c'est crucial, on ne peut pas... Alors, à Genève, j'ai trouvé un univers qui était quand même, au niveau des organisations internationales, au niveau où j'étais, niveau de direction, on va dire, quand même très largement féminin. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de constater par la suite, quand j'étais déjà à la retraite, mais l'émergence également à Genève dans ce même milieu de ce fameux mouvement qui s'appelle maintenant International Gender Champions, mais qui au départ s'appelait Genève, Geneva Gender Champions, et qui rassemble autant de femmes que d'hommes pour insister notamment sur la parité au niveau des débats, au niveau des séminaires, au niveau des conférences. Et je crois que ça, c'est un enjeu très réel. C'est que quand on recherche, disons, des experts pour parler sur tel ou tel sujet, la position de défaut aura encore tendance à être plus des hommes que des femmes. Et c'est contre cet état de fait, justement, que s'est développé ce mouvement qui championne l'égalité. Au niveau de la participation, au niveau de l'expression, au niveau de la parole. Mais je dois dire que mon expérience à Genève n'a pas été finalement sensiblement différente de l'expérience que j'avais sur le terrain. Je crois que autant au niveau des organisations internationales que de nos principaux partenaires, il y a quand même de plus en plus de femmes à des positions de responsabilité qui ont des choses à dire et qu'on écoute. Je sais qu'au niveau du corps diplomatique, parce que ça c'est un acteur important de la scène genevoise, il y a moins de femmes ambassadeurs qu'il n'y a de femmes, par exemple, à des positions de direction
dans les organisations internationales. Mais ça, bien entendu, ça dépend des États membres, hein. Ce sont eux qui nomment leurs ambassadeurs. Mais il y a encore pas mal de travail à faire à ce niveau-là. Et sinon, pour nos autres partenaires, par exemple les autorités régionales et locales, beaucoup de femmes. Mais en même temps, chez les hommes responsables, présidents de région ou autres, des attitudes quand même finalement assez machistes, malgré la présence des femmes. Merci beaucoup. Ça vous convient comme réponse? D'accord. Écoutez, s'il y a encore une question, une remarque ou une expérience, hein, pas de problème. Oui, volontiers. Alors, verrez ce micro, il est magnifique. Merci. Moi, j'avais juste une question pour Lara Tassi au sujet donc, des études de médecine. Et si tu voyais en fait une présence, une majorité de femmes donc, pendant les études et après, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles restent, est-ce qu'elles deviennent docteurs ou elles passent où? Parce que moi, au niveau d'études de relations internationales, j'ai vraiment pu voir la différence. C'est-à-dire qu'on était 80% de femmes dans l'amphithéâtre. Par contre, au niveau des directions dans les organisations internationales, elles ont toutes disparu. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette question. Alors, moi, je suis encore... Il marche? Oui. Alors, moi, je suis encore assez tôt dans mes études, donc j'ai pas encore l'expérience à l'hôpital, comment ça se passe, etc. Mais c'est 5-10 ans qu'on est passé d'une majorité de garçons à une majorité de filles. Et donc, évidemment, vu que la médecine, c'est longtemps réservé aux hommes, et puis après, principalement aux hommes, les médecins-chefs, etc., ça va être des hommes, parce que quand on a 90% des gens qui sont sortis de l'université qui sont des hommes, on va avoir 90% des chefs qui vont être des hommes. Je pense dans 30-40 ans, quand les hommes seront à la retraite, en gros, on aura plutôt une majorité de femmes. Donc, je ne sais pas si ça suffit comme réponse. On est joyeux, on a un objectif. Merci infiniment, vraiment. Oui, volontiers. Merci. C'est une question pour les quatre, en fait, qui m'est venue en entendant la question de, comme on a dit en politique, ma préopinante. Pour s'inscrire dans... Là, on était sur les débouchés professionnels après les études, hein, cette différence homme-femme dans les postes à responsabilité, pour faire court. On note toujours aujourd'hui... une cassure importante au moment du choix de la famille. Et par rapport à ça, par rapport à pouvoir concilier vie professionnelle et carrière et vie familiale, qu'est-ce que vous avez comme idée, comme solution? Parce que c'est toujours à ce moment-là qu'on voit. Je sais, moi je ne suis pas universitaire, mais je sais que les gens qui font de la recherche à l'université, là, il y a une majorité, mais incroyable, d'hommes, et ça s'explique par le fait qu'ils publient plus, etc., etc. Et puis, quand on regarde les familles de ces personnes, on voit que les messieurs, ils ont des enfants, et les dames, elles ne sont pas là, elles ont des enfants. Voilà. Merci infiniment. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite? Oui, volontiers. Alors je me permets de répondre parce que c'est une question qu'on me pose systématiquement quand je suis à des panels et autres, étant donné que j'ai travaillé pendant 20 ans pour une organisation opérationnelle avec mobilité, donc obligation de changer d'affectation fréquemment et de passer en gros 60 à 80% de son temps sur le terrain. Alors effectivement, c'est assez difficile dans la mesure où, dans la plupart des affectations, quand ce sont des affectations difficiles, c'est non-family, c'est-à-dire que vous devez partir sans votre famille. Donc ça peut poser bien évidemment des problèmes. Quand c'est une affectation moins à risque, évidemment, on peut partir avec sa famille, mais là, très souvent se pose la question de l'emploi pour le
conjoint. En l'occurrence, il y a peu d'organisations internationales qui font des efforts systématiques pour essayer de trouver 2 emplois dans le même lieu d'affectation. Donc concrètement, parmi mes collègues de mon âge, alors évidemment, ça évolue maintenant parce qu'il y a de plus en plus d'emplois qui ne sont pas liés, si vous voulez, à une présence physique. Donc avec le travail à distance, en utilisant les ordinateurs, on peut travailler un peu n'importe où, de plus en plus qu'à mon époque. Mais de mon temps, si j'ose dire, la plupart des femmes dans ma situation étaient soit célibataires, ce qui était mon cas, soit divorcées parce que justement, c'était assez compliqué. Donc maintenant, ça évolue, mais ça évolue parce que le travail évolue, pas parce que les organisations font... Même si elles proclament, bien entendu, qu'elles font tout pour faciliter le spouse employment, dans la pratique, ça n'est pas très, très développé, on va dire. Moi, je crois qu'il faut vraiment bousculer les choses sur ce point. Parce que, de toute évidence, on prend souvent en modèle les pays nordiques, et on a raison, parce que si vous allez dans un certain nombre de ces pays nordiques, regardez le congé paternité, regardez, si vous voulez, et le taux de conciliation, il y a des études qui le montrent, est beaucoup plus satisfaisant dans ces pays-là, de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Or, ici, nous sommes dans une contradiction en Suisse, dans une prétendue défendue de la famille, qui est un alibi pour ne pas soutenir davantage les femmes, tant sur le plan salarial. C'est un paquet, si vous voulez. Hein, on ne peut pas dissocier les choses. Mais de toute évidence, si vous voulez, on est encore là, dans l'économie, c'est le terrain dans lequel les femmes ont le moins d'emprise. Soit au niveau des directions, soit au niveau des conditions de travail, du salaire, et évidemment des problèmes d'asymétrie, d'inégalité en termes de responsabilité domestique. La femme reste quelque part le patron à la maison, c'est-à-dire 75% des femmes font 75% des tâches ménagères, la plupart, etc. On connaît tous ces chiffres. Ben donc ça veut dire il faut vraiment se bousculer. Hein. Évidemment, ça commence à l'école, tout ce que vous voudriez, mais il y a un certain nombre de choses, il y a une sorte de petit livre rouge. Alors moi, je suis ravi qu'il y ait cette grève le 14 juin, parce qu'il faut bousculer. Vous savez que la première grève, c'est celle qui a permis la loi sur l'égalité homme-femme en 85, sauf erreur. Donc c'est très important. Voilà, je voulais dire que là, on est sur un terrain où il faut vraiment faire bouger les choses, parce que ça veut dire que la compétition, vient perturber les rapports entre hommes et femmes, qui devraient être beaucoup plus fraternels, comme le disait l'écrivain Romain Gary, qui a dit ça d'ailleurs. Ce qui signifie d'ailleurs que si la femme est l'avenir de l'homme, je dirais que les hommes sont l'avenir du féminisme. Il faut qu'ils se bougent. Merci. Et du reste, je pense qu'on va ouvrir une permanence jusqu'au 14 juin, tous les jours, ici à Cité Senior. Ça s'impose. Jesse, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point ? Pourquoi pas, oui. Parce qu'on parle d'économie, hein, donc... C'est vrai, oui, absolument. Tout d'abord, je suis absolument pas expert de ces questions et je suis assez loin de me préoccuper de ma vie de famille prochaine, malheureusement, ou pas, mais je pense que c'est principalement, à mon avis, c'est un problème de mentalité, je pense. Il y a aussi certainement des dispositifs légaux qu'on peut mettre en place pour privilégier le travail des femmes, mais tout ça part à la base d'un changement de vision des choses. Il faut renouveler l'image qu'on a de la femme, je pense, et de la conciliation qu'on peut avoir avec la vie de famille. Il faut que les gens prennent conscience que le père n'est pas moins responsable. Ce serait principalement de dialogue. Absolument, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir en cours. Absolument, oui. C'est pour ça que je suis ravi d'être ici. Lara. Alors, moi, je réfléchis pas trop non plus à ma vie de famille, étonnamment. Mais je pense... j'ai pas de solution pour ma vie personnelle à moi. Sachant qu'en tant que médecin, encore 5 ans d'études et au moins 5 ans de travail à 70 heures par semaine. Mais je me souviens, au collège, on avait des journées des métiers un peu. Et puis j'étais allée voir 2 médecins, donc une doctoresse et un docteur. Et la doctoresse expliquait que pendant sa spécialisation, elle s'était dirigée vers l'oncologie parce que c'était la seule filière où
ils acceptaient des internes à 50%. Et qu'elle avait des enfants à ce moment-là et qu'elle était obligée d'être à 50%. Et franchement, je trouve ça très dommage. Et je pense qu'il y a un souci de mentalité, mais je pense que les femmes, en tout cas, elles voudraient travailler, donc leur mentalité a déjà changé, mais il n'y a aucun dispositif, genre des crèches, pour s'occuper des enfants. Et puis du coup, c'est que ce soit l'homme ou la femme, il n'y a aucun des deux qui voudrait abandonner leur travail pour s'occuper des enfants. Et du coup, il faudrait qu'il y ait plus de structures pour que autant l'homme que la femme puissent travailler et que les enfants ne restent pas tout seuls à la maison. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour cette réponse, merci beaucoup pour cette question, franchement, parce que ça ouvre exactement la voie du panel numéro 2. Vous voyez, moi je propose que pendant que je parle, ça sert aussi à ça l'animateur de service, vous voyez, pendant que je continue à parler, vous prenez vos feuilles, vous laissez la place au panel numéro 2 avec nos remerciements et nos applaudissements du reste. Merci infiniment, vraiment. Merci beaucoup. Continuez à parler, vous prenez vos feuilles, vous laissez la place au panel numéro 2 avec nos remerciements et nos applaudissements du reste. Merci infiniment, vraiment. Merci beaucoup. Vous voyez bien que le temps est en train d'exploser, mais je trouve qu'il faut absolument privilégier le dialogue. Et je me réjouis du panel numéro 2. Entre deux, j'avais... Passez par ici, si vous voulez. Entre deux, j'avais un petit sondage, en fait, qui m'intéressait assez, mais je renonce à mon sondage. Parce que je crois qu'il nous faut entrer directement dans le vif des choses. Donc, grâce à cette question et grâce aux réponses, on est déjà pratiquement dans le... Pardon, je suis désolé. Voilà. On est pratiquement déjà dans la réflexion du panel numéro 2. Alors, je dois vous dire que... Bon, je sais pas. Martine Sumi, qui est là. Devinez qui c'est. Non, mais c'est presque pour le modérateur de service une solution de facilité, franchement. Tellement Martine Sumi incarne ce passage à l'action dans les domaines qui nous intéressent ici. Bon, les jeunes, les ados, les personnes âgées. Je dirais, Martine Sumi est à elle-même... Bon, oui, je peux dire ça, une passerelle intergénérationnelle, si c'est encore poli de dire ça. Non, mais en fait, elle est connue comme le loup blanc. Il faut le savoir, je ne vais pas continuer à la présenter, mais alors là, je peux pas dire. Est-ce que je peux dire, d'après l'Académie française, avec sa dernière décision il y a quelques jours, est-ce que je dois dire Martine Sumi est connue comme la louve blanche? Je me demande. Je vais y réfléchir. Oui? Oui, vous pouvez. Bon, d'accord, ça marche. Très bien. Bien, bref, Martine Sumi est conseillère municipale de la ville de Genève depuis une dizaine d'années, depuis 10 ans, c'est ça. Et il serait juste, je crois qu'elle nous révèle ici les idées qu'elle va promouvoir, parce qu'on est dans le panel numéro 2 où il n'y a plus de point d'interrogation. Maintenant, on y va, on se demande quelles sont les solutions. Donc voilà, les idées qu'elle va promouvoir dans toutes ces questions qui touchent à l'AVS, qui sont vraiment de totale actualité actuellement. Dans ce domaine comme, je dirais, dans d'autres, Martine Sumi est d'une persévérance incroyable. Incroyable. Merci pour tout, pour vos révélations. Merci. On est entre nous. Alors, en tant que bonne féministe, je vais commencer par désobéir et pas répondre à la première question. Ça va? Je vais me permettre un petit détour pour donner deux indications. Maurice a parlé tout à l'heure de l'introduction de la loi sur l'égalité. Elle était en 1995, après la grève du 14 juin 1991. Et puis, je vais me permettre une petite pique chaleureuse, mais une petite pique à notre jeune intervenante, future médecin corrigée aussi, parce qu'on dit les femmes ne travaillent pas. Bah, c'est tout faux. Il faut être plus précis. Elles ne sont pas rémunérées. C'est une différence de taille. Et je pense que c'est très important de plus jamais aucun d'entre nous qui dit les femmes ne travaillent pas. C'est faux. Voilà, c'était pour faire avancer aussi un peu
le schmilblick sur le chemin de l'égalité. Ensuite, merci de me permettre de m'exprimer sur les questions de l'AVS. C'est vrai que j'ai un parcours dans les questions de l'égalité. J'ai mené plusieurs combats qui ont, heureusement, pas toutes seules, heureusement, qui ont abouti. L'assurance maternité, le nouveau droit matrimonial, la loi sur l'égalité, toutes des choses qui aujourd'hui améliorent vraiment d'un bon bout les conditions des femmes et aussi des hommes, parce que finalement tout le monde est gagnant dans cette modification des relations et des conditions de vie pour chacun et chacune. Alors l'AVS, quand Laurent m'a téléphoné pour avoir une idée de comment aller en direction de cette utopie, encore une petite digression, on a fait un sacré chemin. Oui. Et ça, ok, d'accord, moi je me réjouis qu'il n'y ait plus de 8 mars, mais c'est bien, on continue le chemin, mais les progrès sont vraiment considérables. Et ils sont considérables aussi quand moi j'entends des jeunes femmes, des jeunes hommes qui aujourd'hui sont vraiment engagés dans ces questions. Ils le font, mais vraiment beaucoup plus loin que nous on l'était, avec beaucoup de compétences. Et moi, demain, le 8 mars, moi, j'y vais plus, parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont engagés et qui continuent à mener le combat. Moi, je vais prendre probablement le jour où j'arriverai à ma retraite. J'ai vraiment envie de m'engager pour améliorer les conditions de l'AVS. Parce qu'actuellement, l'AVS, vous le savez peut-être, ça a été créé en 1947, si ma mémoire est bonne. Elle a été pensée pour avoir, au moment où on ne travaille plus avec une rémunération, pour pouvoir avoir des conditions de vie correctes. Très bien, c'est une magnifique réalisation. Deux défauts qui se sont révélés dans l'histoire. Le premier défaut, c'est qu'elle a été pensée, c'était bien finalement, elle a été pensée pour hommes et femmes à 65 ans. Est-ce que vous savez, Monsieur Bonnard, pourquoi 65 ans? Ah non, je sais pas en fait. Parce qu'en fait, à l'époque, l'espérance de vie, elle était de 65 ans. C'était très généreux, hein. Voilà. Ça, c'était une petite précision pour situer historiquement. Mais elle avait été pensée au tout départ, à 65 ans pour hommes et femmes. À l'époque, ils se sont rapidement rendus compte, et puis c'était tant mieux, ils avaient des caisses pleines. Voilà. Et puis, très rapidement, l'idée est venue de diminuer l'âge d'accès à l'AVS pour les femmes. Dans un premier temps, je crois que ça a été 60 ans. Après, c'est remonté à 62, 63, on en est à 64 maintenant, avec des projets pour monter l'âge des femmes et celui des hommes aussi. Ça a eu comme incidence assez grave ce qui paraissait généreux dans un premier temps, c'est-à-dire de prendre en compte justement la journée des femmes non rémunérées comme étant comme une double journée ou pour celles qui avaient un emploi à l'extérieur. Dans un premier temps, ça paraissait séduisant. Et puis, pas du tout. Ça s'est révélé contre-productif, puisque d'une part, on est en train de remonter pour rejoindre l'âge des messieurs. Et c'était l'avis de Madame, c'est toujours l'avis de Madame Jacqueline Bernstein-Bavre, qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'égalité et de la condition féminine. En fait, cette idée d'avoir 5 ans de moins au départ, ça a pénalisé les conditions de travail des femmes et d'autres aspects. Parce que justement, comme on avait ce petit privilège de 5 ans de moins, il fallait bien nous le faire payer quelque part sur les conditions de salaire, etc. Deuxième problème, c'est que ce n'est pas une rente individuelle. Vous avez une rente individuelle si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple, ce qui est le cas avec mon mari,
je peux citer l'exemple. Lui, depuis maintenant quelques années, il a la chance d'avoir une rente AVS de 2350 francs par mois, je crois, la rente pleine. La rente pleine, il a la rente pleine. Moi, je vais arriver l'année prochaine, voilà, j'arrive à l'âge de l'AVS. Bah, moi, je n'ai pas 2350 francs. Hein? Non, hein? Je vais avoir la moitié. Parce que ça va se transformer en une rente de couple. Et finalement, je trouve ça profondément injuste. À l'époque, avec Mme Jacqueline Bernstein-Wavre, on avait discuté avec des conseillers nationaux et conseillères nationales à Berne. Et la grande réponse, c'était « Ah, mais il n'y a pas besoin d'avoir 2 lampes pour lire le livre quand on est... » Voilà, c'était vraiment un peu mesquin et rabaissant. Et je trouve de nouveau que la situation a changé par rapport à la période en 1947 et les années qui ont suivi, par rapport au fait où les femmes, effectivement, n'avaient plutôt assez modestement un revenu à l'extérieur et qui, quand elles se retrouvaient avec une rente de couple à l'âge de l'AVS, ça leur faisait presque un premier nouveau salaire. Elles n'avaient souvent même pas gagné de l'argent à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Moi, j'ai commencé à cotiser à l'âge de 18 ans. J'ai jamais arrêté. Donc, franchement, me retrouver dans une année avec la moitié de 2350, je trouve ça rude. Et je m'engagerai pour changer cet état de fait qui est dans la même lignée, la même pensée, finalement, que la fiscalité, où on n'est toujours pas arrivé à avoir une imposition fiscale par personne. Et finalement, l'imposition fiscale par couple est vraiment pas correcte non plus. Moi, je vais commencer par l'AVS. Voilà. Et j'ai envie qu'on puisse avoir aussi, non seulement une fois des salaires identiques dans des postes identiques, des chances de promotion identiques, mais qu'à l'âge de l'AVS, l'âge de la retraite, on puisse aussi avoir des rentes identiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos confidences. C'est pas demain la veille que l'engagement de Martine Sumi va s'arrêter. Vous vous rendez bien compte. Mais en fait, bon, c'était bien de mettre les points sur les i sur ce chapitre qui est absolument crucial, en fait, d'une certaine manière. Voilà, pour garder le cap de ce panel numéro 2, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que nous avons absolument besoin de Fatima Sator, même si vous ne le saviez pas, mais vous allez tout de suite voir pourquoi. Parce que il y a ce que nous pouvons faire pour l'égalité, pour que l'égalité avance. On est d'accord, c'est un front sur lequel Fatima Sator est engagée. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, ça, c'est peut-être moins évident, de quels engagements nous sommes en quelque sorte les héritiers, les héritières. C'est-à-dire, et Fatima Sator, elle se déploie dans ces 2 discussions qui sont absolument essentielles. C'est-à-dire que, d'une part, elle est chargée de programme aux Nations Unies pour, par exemple, de programmes sur l'autonomisation des femmes à travers ou grâce à l'innovation, par exemple digitale, l'innovation digitale. Mais elle est aussi chercheuse à l'Université de Londres avec une spécialisation dans l'histoire de l'égalité. Voyez, donc c'est bien ces 2 pôles que je disais tout à l'heure. Pour le reste, vous allez consulter votre fiche, d'accord? Et vous la prenez par cœur parce que quand vous sortez, on vous fait un petit examen pour savoir si vous la connaissez, votre fiche. Non, donc, vous voyez bien, dans le fond, la synthèse que représente Fatima Sator. Et sur cette bonne base, je dirais qu'elle a on en a discuté au téléphone, elle a des suggestions à faire et à développer, mais ce que je ne sais pas, c'est que je lui ai demandé de choisir une suggestion. Et là, je ne sais pas quel est son choix. Suspense intégral. Oui, sinon, vous y allez parce que c'est notre chef à nous qui commande le micro à distance. Oui, ok, super. Merci beaucoup, Laurent. Oui, alors, bon, c'est très, très dur de choisir une seule... enfin, c'est quasi impossible. Enfin, je veux dire, les choses auxquelles j'ai pu penser assez pratiquement sur comment on peut faire avancer cette égalité. Alors, c'est bon, tout d'abord, et je pense que ma collègue Lydia va pouvoir vous en dire un peu plus,
c'est mettre des femmes à des postes à haute responsabilité, parce que tant qu'on n'aura pas ça, on a l'opinion de 50% de la population qui est juste laissée de côté. Donc pour moi, on ne pourra ni avoir une négociation de paix efficace, ni un plan de développement efficace. On ne peut pas vraiment... Pour moi, c'est presque prétendre à vouloir faire les choses bien tant qu'on n'aura pas... Et ne pas mettre des femmes parce que historiquement, par exemple, quand on regarde la Fondation des Nations Unies, il y avait seulement 3% de femmes qui étaient présentes à San Francisco. 3%, donc les hommes étaient... ne se vantaient pas de ce chiffre, mais beaucoup d'entre elles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient des notes, elles servaient le café. Donc oui, d'accord, il y avait des femmes, mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Donc je pense que déjà, ça c'est une question. Ensuite, moi, je me suis concentrée essentiellement sur créer en fait un sens d'identification à cette lutte, et surtout en cherchant la contribution des pays du Sud dans l'égalité des genres. Et en fait, elle est impressionnante. C'est-à-dire que moi, dans ma recherche, quand j'ai vu d'où est-ce que venait l'égalité des genres aux Nations Unies, c'était les pays d'Amérique latine. Moi, je suis algérienne. J'ai grandi avec, on m'a toujours dit, dès que je disais oui, moi je suis féministe, j'ai envie de l'égalité des genres, etc. On me disait mais arrête, ça c'est une histoire d'Européens. Donc c'était toujours en fait la première chose que. Alors en regardant l'histoire des Nations Unies et en ayant compris qu'en fait que c'était grâce aux pays non occidentaux qu'on avait réussi à avoir l'égalité des genres aux Nations Unies, dans la charte qui est quand même le premier document de droit international qui dit que les femmes et les hommes sont égaux en droit. Ça a vraiment changé toute ma perspective du féminisme. Et puis, j'espère que, comme ça, disons, à travers mon travail, j'espère pouvoir inspirer d'autres femmes de pays qui ne sont pas forcément occidentaux pour se dire « Ah, en fait, j'ai tout à fait le droit légitime, total, légitime. Tout à fait, voilà. Donc, et ce sens d'identification aussi s'applique aux hommes. Et donc là, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est toute une question de repenser la masculinité. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui être un homme? Parce qu'au final, on est tous victimes de ce patriarcat. C'est affreux d'être un homme et d'avoir quoi? Ils ont 2 semaines de congé paternité, en France en tout cas. On va au travail alors qu'on vient juste d'avoir notre vie bousculée et donc c'est vrai que c'est vrai que les pays nordiques sont un peu meilleurs, mais tant qu'on n'aura pas repensé ce changement de mentalité sur l'homme, qu'est-ce qu'être un homme et vraiment déconstruire cette dynamique de domination. Et ça s'applique aussi, alors jusque-là on parlait d'hommes et femmes, donc d'une vision un peu binaire, mais évidemment ça passe dans tout ce qui est transsexualité, etc. Donc voilà. Donc je pense, c'est quelques pensées assez concrètes. Le chemin est très long. Et pour moi, c'est vrai que c'est des femmes qui élèvent des garçons, jusque-là. Et donc en fait... moi, c'est vrai que ça m'intéresse de vraiment savoir comment ça se fait, que ce patriarcat continue, alors que des fois, repenser aussi l'éducation de nos fils, que ce soit... je pense que c'est quelques suggestions. Oui, c'est ça. Cette troisième suggestion, en fait, et qui est particulièrement originale, c'était, vous me disiez, c'était repenser la masculinité, c'est ça, en fait. Oui. Oui, c'est ça, d'accord. C'est plus large que les tâches du ménage, c'est vraiment... Ah oui, non, mais ça va vraiment pourquoi, combien de fois j'ai entendu des petits garçons, on a dit à des petits garçons, arrête, c'est que les femmes qui pleurent. Mais n'importe quoi, du coup, on fait grandir des fils qui se retrouvent à devoir se dire ah non, j'ai pas le droit de pleurer, dans toute une retenue de leurs émotions, parce que en fait on attribue plutôt aujourd'hui la tristesse aux femmes comme plutôt une faiblesse, la colère aux hommes. Donc du coup, on a vraiment... donc pour moi, oui, il y a clairement quelque chose à faire là-dedans. Et pour aussi qu'eux se sentent complètement impliqués dans cette cause, qui est quand même l'égalité des genres
Et donc, c'est pas que quelque chose pour les femmes, par les femmes. Hein. Justement. Merci beaucoup. Puisque je vous tiens, petite question en post-scriptum. Est-ce que vraiment on dit journée de la femme est-ce qu'on pourrait peut-être se dire quand même, ici, puisque nous sommes entre nous, le vrai titre de cette journée internationale des droits des femmes, en fait. C'est la journée bien ça, internationale historiquement. des droits des femmes. Oui, Et c'était notre camarade qui était social-démocrate, dont le nom m'échappe, allemande. On lui doit beaucoup à cet égard. Oui, alors je ne connais pas l'historique derrière, mais je sais que oui, clairement, c'est la journée internationale des droits des femmes. Voilà, c'est pas des femmes. Mais c'est vrai que j'espère comme vous qu'un jour, on n'aura plus à la fêter parce que ce sera un acquis. Mais on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Merci beaucoup. C'était une des questions que je voulais vous poser, du reste, dans le petit sondage que je m'étais imaginé. Donc, voilà. Merci infiniment. Jesché Karenbrock, c'est à vous. Pardon, excusez-moi. C'est à vous. C'est un plaisir que vous soyez rentré à temps d'Allemagne pour nous rejoindre ce soir. À l'origine, vous êtes juriste. Vous êtes juriste avec un parcours universitaire, si je me souviens bien, en Allemagne précisément. Mais surtout, pour nous, je dirais, vous avez travaillé pendant une trentaine d'années au HCR. Avec tout ça peut évidemment, ça suppose d'expériences concrètes des enjeux humanitaires, évidemment, mais aussi les liens intimes de ces enjeux humanitaires avec des questions de genre, certainement. Si vous permettez, puisque nous sommes entre nous, je vous demanderais volontiers, en fait, en relation avec le titre de ce panel 2, les actions concrètes, les actions locales, bref, je vous demanderais bien. Puis à la Suisse, on l'évoquait tout à l'heure, la Suisse dans tout ça, parce que nous avons certainement des progrès à faire en Suisse. Mais ce n'est pas du reste Martine Sumi ni Fatima Sator qui nous diront le contraire. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous donner un ou deux points de repère précieux pour que nous puissions faire des progrès en Suisse? Est-ce que vous voulez prendre le micro? Je prends ça ou ça? Il faut tous les essayer, quoi. Ok. Ça peut marcher comme ça? Voilà, merci beaucoup. Et oui, je suis là en courant au bus B parce que le train ne marchait pas. Et voilà. Bon, je suis là et je suis heureuse. En fait, aussi, vos questions et la discussion avant étaient déjà très intéressantes. Moi, dans mon vol d'Allemagne jusqu'ici, j'ai lu un journal. C'est le journal de l'Association des Nations Unies d'Allemagne. Et en lisant comme ça, j'ai dit, oh tiens, il y a un rapport sur ce qui s'est passé ces dernières années, dont, par exemple, les différentes commissions. Et il y avait, en fait, la commission sur le CEDAW, sur la Convention et son implémentation. Et voilà, la Suisse était le sujet de ces rapports en 2016. J'ai dit, tiens, l'Allemagne en 2017. Alors, j'ai lu, j'ai dit, c'est l'actualité et je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai par après cherché ce qui en est devenu, parce qu'il y a des points qui ont été loués sur la Suisse et il y a des points qui ont été critiqués. On a loué qu'en Suisse, on a une commission, en fait, des commissions départementales et des commissions, en fait, aussi cantonales et communautaires même, sur l'égalité. Ça a été loué. En fait, il y a un dialogue qui se fait, il y a une planification à certains niveaux et il y a une commission fédérale qui s'occupe des questions de la femme et qui traite de ces affaires. Aussi, j'ai trouvé en fait leur rapport, mais dans ces rapports, on a dit d'abord, on a fait beaucoup de travail dans la commission fédérale pour en fait suivre ce qui a été l'un ou l'autre point de critique en 2016, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de follow-up, comme on dit aux Nations Unies.
il y avait beaucoup de bons projets, de faire un plan d'action pour maintenant suivre point par point. Je n'ai pas trouvé ce plan d'action, ni en 2017, ni vraiment en 2018. Mais il y a certains points qui ont été soulevés et certainement la Commission fédérale a travaillé sur les recommandations dès qu'il y avait des initiatives sur des lois. Dont toute l'affaire de l'AVS et d'autres aussi sur les salaires, sur certaines structures sociales, etc. Voilà, il y a des choses qui se font, mais ils devraient se faire peut-être plus visibles. Mais ce qui m'a choqué, quand j'ai cherché, parce que ça c'est un journal qui est tenu en allemand, j'ai cherché en langue française quelque chose sur SIDA. Ça ne se trouve pas par l'Internet. J'ai trouvé pour la ville de Genève, j'ai trouvé la commission cantonale qui existe pour le canton et la République de Genève, mais j'ai pas, au niveau fédéral, il y a la traduction de certains documents de cette commission, mais il n'y a rien qui est vraiment traduit en français ce qui se passe en Suisse fédérale. Et je pense que pour moi, ce serait peut-être la recommandation principale qu'on se réjouit de beaucoup d'actions ici au canton de Genève, peut-être aussi au canton de Vaud et dans d'autres cantons romans. Mais il faudrait probablement se réveiller et au niveau fédéral s'impliquer plus pour que le follow-up de cette convention se fait dans toutes les langues nationales de la Suisse. Bon, les points de critique. Il y avait évidemment les salaires. Il n'y a pas l'égalité. Il y avait aussi une comment on dit, une attention insuffisante aux gens qui changent de sexe, parce qu'il y avait des enfants qui sont transgender, et il y a aussi toute l'affaire des homosexualités, l'attente, peut-être aussi des préjugés de ce que doit être le sexe féminin, masculin. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Bon, on ne connaissait pas trop. Et il fallait des solutions médicales. Je ne sais pas où elle est, notre intervenante avant. Il fallait des solutions médicales plutôt que des solutions sociales et dans la société et dans les préjugés. Et voilà, en 2016, on a réalisé, même par le rapport de la Suisse et le rapport des ONG qui ont aussi contribué à cette session, que c'était insuffisant et qu'il fallait vraiment faire quelque chose dans ce domaine. Je n'ai pas vu qu'on se soit attaqué visiblement au niveau fédéral à ces questions-là. C'est plutôt cantonal et je vois beaucoup de nouveau. En fait, ça bouge à Genève. Ça bouge même pour qu'on prenne conscience de certains éléments en ville de Genève. Mais je ne vois pas de même un dialogue au niveau Berne ou d'autres cantons. Puis, il y avait en fait un problème juridique. C'est l'application de la Convention. L'application n'est pas directe en Suisse. Et les cours, y compris la plus haute cour fédérale, ne l'appliquent pas directement. Et les gens qui veulent en fait tirer des droits individuels de la Convention doivent faire tout un tas de preuves supplémentaires à quel point la Convention va au-delà des lois actuelles de la Suisse dans ce domaine. Et ça a été critiqué en 2016. Je ne vois pas
qu'il y ait un plan d'action pour changer ça. Peut-être les autres intervenants peuvent me dire un peu de là-dessus. Mais bon, moi je pense qu'on est sur des bonnes voies, peut-être pas unifiées pour la Suisse, mais en fait certainement dans certains cantons, dans Genève, je pense. Alors on doit peut-être faire un peu plus de bruit à Berne maintenant. Merci infiniment. Mais vous savez, les Genevois sont de toute façon les meilleurs. Le Lausannois, il le sait, c'est une douleur permanente. Mais bon, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Ce que vous... Juste pour vous, je ne suis pas d'accord. Le canton de Vaud, ça bouge aussi. Et moi, j'ai commencé à bouger au canton de Vaud parce que j'ai commencé mes études pas en Allemagne, mais à Lausanne. C'est un baume sur mes blessures. Merci infiniment. Non, en fait, vous avez raison. Il y a, si je peux me permettre, juste parce qu'on n'arrivera pas à épuiser ce sujet qui tient à la configuration de la Suisse et au fédéralisme en particulier, et aussi à la connexion entre, je peux dire la connexion, c'est vraiment vulgaire, mais bon, à la connexion entre le travail du tribunal fédéral et puis le travail des commissions fédérales. Là, très souvent, mais pas seulement dans ce domaine-là, il y a encore des courts-circuits, mais c'est très difficile à surmonter, on est d'accord, très difficile. Merci beaucoup. Ben voilà, on a du pain sur la planche pour la Suisse ces prochaines années. C'est bien. Merci pour ce point vraiment très précieux, à vrai dire. Et puis nous allons terminer avec vous, Lydia Grigoreva, avant de consacrer peut-être je sais pas, quelques minutes à notre discussion, mais on n'aura pas vraiment le temps parce que je regarde de l'œil, je suis sous le regard acéré de notre président qui se dit « mais comment on va faire ? Bon, d'accord. Non, en fait, on aura pu un petit trésor chronométrique qui vous permettra peut-être de poser quelques questions au palais numéro 2, mais nous sommes d'accord dans le fond. Cette soirée, elle se présente comme plutôt une incitation à poursuivre la réflexion, en réalité. Des points de repère supplémentaires pour continuer à réfléchir, indépendamment de cette permanence qu'on s'est dit qu'on allait fonder tous les jours, qui sera en action ici tous les jours jusqu'au 14 juin. Enfin, bref. C'est aussi, je dirais... des leçons que vous tirez votre travail aux Nations Unies, dont nous avons besoin maintenant, je crois, Lydia Grigoreva, et en particulier en liaison avec les ONG, parce que c'était aussi quelque chose qui parcourait notre réflexion jusqu'à maintenant, parce que c'était votre dicaster, en fait, parce que c'est là qu'on voit le mieux, le plus précisément, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en réalité, pour ce qui vous concerne dans le domaine alors... dans le domaine de l'égalité des sexes, et puis de l'autonomisation, on en parlait avec Fatima, l'autonomisation des femmes. Concrètement, donc, on parle inévitablement d'une politique des petits pas. On parle toujours dans ces moments-là d'une politique des petits pas, mais donc pas seulement ailleurs, hein. Ici en Suisse, est-ce que vous auriez des petits exemples concrets à nous donner qui nous donneraient le moral pour quelques semaines de ce que vous avez pu faire, par exemple, aux Nations Unies elles-mêmes? Ça serait magnifique. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bonnard. Et tout d'abord, je voudrais remercier Alejandro pour me faire venir ici. Ça fait du bien de sortir du palais, je veux dire, avec des collègues aussi. C'est bien d'avoir des discussions dans d'autres lieux de Genève dont je ne savais pas l'existence auparavant. Alors, merci beaucoup pour la question. Et justement, je suis à l'Office des Nations Unies à Genève. Je suis coordinatrice pour soutenir notre directeur général dans la mise en œuvre de la politique sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes qu'on a depuis 2016. Et je suis là dans le bon moment, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on est le secrétaire général qui est très sérieux à ce sujet maintenant. Il a déjà fait en sorte d'atteindre la parité au niveau supérieur dans le haut responsable des Nations Unies. Alors, c'est 50-50 déjà. C'est aussi 50-50 déjà parmi les résidents, des coordinateurs résidents dans les pays. Alors, ça, c'était fait en 2018.
Et ici, à Genève, on a aussi la chance d'avoir le directeur général comme M. Moller, qui est très sérieux aussi à ce sujet-là. Alors, je suis venue dans le bon moment et je fais ce travail depuis 2 ans et demi, en plus de mon travail de fonctionnaire où j'engage avec les ONG sur les questions différentes. Alors, deux exemples concrets qui est très local, parce que moi, je suis responsable juste pour... je focalise sur le personnel des Nations Unies. Je ne focalise pas sur le monde et l'égalité des femmes dans le monde. C'est juste au niveau du personnel. Les deux concrets, un est très matériel, qu'on peut toucher. Si vous avez visité le Palais des Nations, vous savez qu'il est très vaste, très très vaste. D'un côté de l'autre, il y a 15 minutes à marcher. Alors, on avait la salle d'allaitement dans l'une extrémité du Palais des Nations pour les femmes qui reviennent de congé de maternité de 16 semaines et peut-être ils veulent extraire le lait pour leur bébé ou pour allaiter le bébé dans le lieu sûr. Alors, on avait une salle d'allaitement. Et il fallait l'autre. Et alors ça, c'est très concret. Et on a fait ça, on a mobilisé nos administrations et maintenant, on a la deuxième salle d'allaitement de l'autre extrémité du Palais des Nations. Alors ça, c'est du concret et qu'on peut toucher. L'autre exemple, on ne peut pas le toucher, mais ça, on travaille sur changement de mentalité et sur changement de culture organisationnelle dans où on travaille. Alors, l'année dernière, on a mené la campagne qui d'ailleurs figure dans le programme ici. Je dis non au sexisme, et vous, qu'en dites-vous? Parce qu'on a trouvé qu'on toujours travaille dans le milieu où il y a des commentaires ou comportements sexistes. On peut le rencontrer. Alors, on voulait changer ça et on a mené les campagnes de sensibilisation avec beaucoup d'activités. Je ne vais pas tout vous dire, mais bon, on a fait ça pendant 6 mois. Et c'est difficile de toucher quelque chose, hein? Mais on a vu déjà, on a vu des commentaires bons des collègues, mauvais et bons aussi, mais ça a aidé à beaucoup de collègues de faire un pas pour se parler à ce sujet. Et pour confronter peut-être les sexistes dans le lieu de travail. Alors ça, c'est court et très bref, mais 2 exemples. Magnifique, merci beaucoup, franchement. Cette deuxième, parce qu'on ne va même pas dire seconde, parce qu'il y en aura une troisième. Non, mais cette deuxième, en fait, salle d'allaitement, c'est un progrès, mais magnifique, en fait. Est-ce que la troisième dans le nouveau bâtiment? Ah, voilà, j'étais sûr. Mais voilà, c'est magnifique. Et est-ce que vous avez déjà des statistiques de fréquentation de cette salle, ou bien de cette nouvelle salle, ou bien? La statistique, non, mais ça se trouve dans le bâtiment E, où il y a toutes les salles de conférence. Alors ça, c'est pas seulement pour le personnel, c'est aussi pour les délégués, parce qu'il y a des délégués qui viennent pour les conférences, et ça aide beaucoup. Et pour ce qui concerne le deuxième point, qui est évidemment hyper chaud, mais c'est des questions qui se posent dans la plupart des entreprises aussi. Est-ce que vous avez mis au point, je ne sais pas, un indicateur des progrès qui sont réalisés, ou comment vous allez faire? On aura l'enquête du personnel en octobre, parce qu'on a fait déjà l'enquête du personnel en 2016. On a mesuré, on a pris les mesures premièrement, et après on va le faire deuxièmement pour pour comparer les réponses de première enquête et de deuxième enquête. Ça, c'est du concret. Et c'est là que, dans cette comparaison, vous verrez si vos actions ont porté des fruits ou pas, ou peu, etc. Exactement, etc. Et comment avancer, parce qu'on sait à cause du campagne, c'est bien d'avoir la campagne de sensibilisation, mais ça va pas tout changer. la culture, ça change, il faut le temps pour changer ça. Merci beaucoup, Lydia, vraiment. Merci infiniment. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'était ça, en fait. C'était ça le thème de notre deuxième panel. C'était entrer dans le concret des choses, en fait. Se donner des objectifs pratiques qui puissent être intéressants, puis qui puissent éventuellement essaimer, parce que, évidemment, si ça pouvait essaimer, ça serait absolument magnifique. Est-ce que vous avez une question, ou bien vous réservez vos questions, mais avec un plaisir, mais mal dissimulé, j'arrive. Plutôt pas vraiment une question, ça m'a fait penser à quelque chose. Donc,
dans des réunions comme ça, on parle surtout des progrès qu'on est ce que nous essayons de faire pour l'égalité. Mais il y a tous les courants inverses. Il y a ceux qui se... Je crois que c'est Mme Thatcher qui avait dit une fois je défends le principe d'inégalité, par exemple. Où j'ai lu il y a un jour ou deux en arrière, malheureusement j'ai oublié l'article, des courants, je ne sais plus si ça s'appelle masculiniste ou viriliste ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, où des hommes sont en train de réagir contre les progrès du féminisme. Alors, j'imagine qu'il y a deux catégories. Je pense qu'il y a les nostalgiques du machisme, et puis il y en a certainement qui sont, c'était le thème de l'article, qui se sentent mal à l'aise face à l'évolution du féminisme, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus très bien à savoir où ils en sont. Alors ça rejoint peut-être plus ce que vous disiez, qu'il faudra revoir l'éducation, etc. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un peu plus sur l'autre côté du miroir. Merci beaucoup. Et puis les mouvements d'extrême droite. Ouais, même pas d'extrême. Mais enfin bref, on ne va pas faire de la politique ici ce soir. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est absolument crucial. C'est pour ça qu'on a insisté sur cette masculinité que vous disiez tout à l'heure. Je vais essayer de répondre très très vite. C'est vrai que par masculinité aussi, c'est la virilité en fait. Il faut juste qu'on tue cette virilité. Je sais pas d'où est-ce qu'on l'a. Enfin, je sais très bien d'où est-ce qu'on l'a hérité, mais que cette virilité, voilà, c'est le poison de cette société aujourd'hui. Enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Quand vous parlez de l'autre côté du miroir, alors moi j'ai vraiment vu aussi des fois un peu des fois on fait un peu marche arrière. Par exemple sur le mot féministe. J'étais dans une école à Chêne-Bougerie il y a 2 jours pour parler d'égalité de genre, et dès que j'ai parlé du mot féminisme et j'ai demandé aux élèves qui se dit féministe dans cette salle, j'ai toujours la même réponse, enfin j'ai toujours la même réaction, c'est non, mon Dieu, c'est quoi ce mot affreux Donc je pense que voilà, comme vous dites, il y a des gens en fait. Alors pour moi, je considère que c'est un peu on veut un peu nous faire perdre le temps. Hein. Je veux dire, quand on a des débats sur est-ce qu'on doit appeler ça féministe, pourquoi pas égalitariste, etc., etc., etc. Bon, elle n'est pas là la question. Hein. Enfin, je veux dire, la question, il y a quand même une inégalité. Hein. Donc oui, donc c'est vrai que cet autre, il y aura toujours des gens qui vont être contre ou qui vont avoir. Mais pour moi, alors je sais pas de faire abstraction, mais on a quand même c'est vraiment urgent aujourd'hui. Hein. C'est pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à peu près, mais voilà, au moins vous avez mon avis. Ouais. Je vais pas vraiment une question. Oui. Je ne sais pas si. Oui, volontiers, s'il vous plaît. Très bon. J'ai en fait un autre élément de Lausanne que j'ai trouvé aussi tout à fait par hasard dans le journal COP de cette semaine. Il y a une petite interview de Farina Fassa, qui est enseignante à Uni-Lausanne. Juste pour vous citer, la Suisse est-elle spécifique dans la répartition des métiers par genre ? Oui, les professions sont genrées dans la plupart des pays, mais ici aussi, etc. Dans le cas de l'éducation en Suisse, par exemple, les métiers de la petite enfance sont féminins et les grandes carrières universitaires masculines. Je dirais qu'il y a surtout un croisement entre les spécialités à haute rémunération et les sexes. On parle du plafond de verre pour les femmes et de l'escalator de verre pour les hommes. La question qui suit, le schéma conventionnel à la vie dure en Suisse ? Oui, clairement. Il faut encourager les filles à aller vers les métiers techniques et scientifiques, mais aussi encourager les garçons à découvrir d'autres professions possibles. Ça ne va pas que dans un sens. Pourquoi les unes et pas les autres ? Et puis finalement, question, la sensibilisation du corps enseignant est insuffisante ? Réponse, elle est inexistante. C'est-à-dire, il y a là aussi qu'il faut
faire plus, mais c'est l'ensemble un encouragement d'agir sur certains points très très pratiques aussi dans l'enseignement. Absolument, oui, volontiers. Non, c'est juste un commentaire. Je crois qu'il nous faut plus d'hommes pour travailler sur ce sujet, parce qu'on a eu beaucoup de situations où on avait des femmes parler, où on avait des femmes dans l'audience. On se parle contre les femmes. Alors, il nous faut plus d'hommes qui sont plus engagés et qui peuvent, par ce leadership aussi, de convaincre d'autres hommes. On a vu ça aussi, ça marche aussi dans notre niveau. Directeur général, encore pour le citer mon très favori maintenant, il a organisé une réunion pour les cadres supérieurs hommes que hommes. Il a parlé qu'avec des hommes sur l'égalité des sexes. Et ça aussi pour être sans femmes, parce qu'il faut pour les hommes aussi les espaces peut-être un peu plus sûrs pour discuter des sujets. Alors, il nous faut plus d'hommes engagés. Merci beaucoup. Oui. Excusez-moi, Martin. Non, micro. Oui, je voudrais juste en rajouter sur ce point, parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Juste une anecdote. Dans la foulée du mouvement MeToo, un essayiste français qui s'appelle Raphaël Glucksmann a lancé à son tour un site ou un hashtag qui s'appelle WeToo, en disant... Au fond, les hommes, nous aussi, on veut l'égalité. Et je pense que si vous voulez, c'est symboliquement, ça résume l'enjeu. Je crois véritablement que ça n'est qu'ensemble, entre hommes et femmes, qu'on pourra construire cette égalité et réaliser cette fameuse utopie qui est encore un immense chantier. Et la deuxième remarque, c'est de dire qu'il nous manque des outils qui nous permettent d'avoir une vision d'ensemble. Ce qui me frappe, si vous voulez, effectivement, ce qui concerne les écoles, c'est qu'il n'y a pas de véritable vision d'ensemble. L'égalité homme-femme, c'est un projet de civilisation. Donc il faut pouvoir faire remonter le temps jusqu'à aujourd'hui pour voir que c'est une aventure collective. Puis d'autre part, il faut les outils pédagogiques, des plans d'action, mais il faut avoir une vision d'ensemble. Or, évidemment, la Suisse est très spécialisée pour avoir évidemment un éclatement, mais l'avantage de la Suisse, c'est aussi d'être très près du terrain. Mais il nous manque des démarches plus fédératrices, des outils qui permettent d'avoir une vision cohérente d'ensemble. En tout cas, moi, je serais tout à fait preneur, pas pour la permanence, pourquoi pas, oui. Non, mais c'est pour dire que ça rejoint ce que plusieurs ont déjà dit, le plan d'action, et vous aussi, et ce qui vient de se dire maintenant. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maurice. Et en fait, c'est vrai que c'est un des éléments de la plateforme lancée par Raphaël Glucksmann, en fait. En effet... Oui, volontiers. Attention, alors là, il faut que je fasse très, très attention. Ouh là 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 là. Il y a tout un aspect extrêmement complexe, parce que là, on a beaucoup parlé de choses très concrètes, puis c'est hyper bien, d'économie, de différence de salaire, d'orientation de choix des métiers, de comment ça fonctionne avec les impulsions au niveau fédéral, comment ça redescend. Puis après, on est parti aussi dans un aspect beaucoup plus complexe de la masculinité. Et après, Maurice rebondit en disant oui, tout. C'est pas symétrique non plus. Je pense que c'est extrêmement complexe et il y a tout un aspect dont on n'a toujours pas les moyens de circonscrire et d'actionner. Je vais donner quelques exemples pour être un peu plus compréhensible, en tout cas tenter de l'être. Dans la question des métiers, je faisais partie du premier bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes qui a été créé à Genève le 1er novembre 1987, avant le bureau fédéral, un peu avant. C'était pas tout à fait le premier parce qu'il y en avait un autre, mais il s'appelait pas comme ça, il s'appelait Bureau de la condition féminine, qui avait été le cadeau à la création du canton du Jura. Donc c'était le cadeau aux femmes parce qu'elles avaient participé à la libération du Jura. Donc le langage change aussi avec les époques, on n'appelle pas la même chose, c'est aussi intéressant. Mais ce que je voulais raconter par rapport au métier, par rapport à l'orientation des filles et des garçons. Une des premières actions du Bureau de l'égalité, assez rapidement à Genève,
ça avait été de créer ce qu'on appelait la journée des filles. La journée des filles, on l'avait créée parce qu'à l'époque, ça n'a pas énormément changé, un petit peu quand même, et de nouveau, il ne faut pas être non plus trop pessimiste, mais à l'époque, les filles, elles se dirigeaient vers 3 métiers. C'était infirmière, la coiffure et le secrétariat, grosso modo. C'est un peu... Mais c'était vraiment comme ça, dans des proportions extrêmement fortes. Et l'idée de la journée des filles, c'était que les filles puissent aller une journée avec leur père, voir ce que le père faisait comme boulot. Et puis ça a évolué. Puis petit à petit, c'est devenu la journée des métiers. Parce que les garçons, ils ont dit, ouais, ben, pourquoi pas nous? Alors que les garçons, ils se dirigeaient vers presque tous les métiers, sauf la coiffure, l'infirmerie, etc. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment les choses se renversent. Et toujours par rapport au choix des métiers, un aspect extrêmement intéressant, parce que c'est vrai que les filles doivent pouvoir aller partout, dans tous les métiers, les garçons dans l'autre sens aussi. D'ailleurs, dans le domaine de la petite enfance, ils viennent, et puis ils viennent en nombre. Il y a une différence importante, à mon avis, de nouveau, qui n'est pas calculée, en tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Mais les hommes qui viennent dans les métiers des filles sont accueillis bras ouverts. L'inverse, la réciproque, n'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc ça, c'est un aspect émotif voilà, qui est difficile à cerner. Et alors, un fait incroyable, moi je trouve, j'ai plus la source aujourd'hui, c'est que quand les garçons arrivent dans les métiers des filles, qu'est-ce qui se passe? Le salaire augmente, c'est formidable. Si les filles investissent les métiers des garçons, les salaires diminuent. Je ne sais pas, c'est pas rationnel. Et un autre exemple, on avait travaillé avec M. Flukiger, qui est aujourd'hui le recteur de l'Université de Genève, sur les différences des salaires. Et ça remonte à 25, bientôt 30 ans. À l'époque, il avait été très clairement identifié que dans la différence de salaire entre les hommes et les femmes, il y avait une partie qui était explicable. C'était, elles avaient fait des bébés, elles avaient fait moins de formation continue, etc. Donc c'était explicable. Mais il y avait le tiers de la différence qui était toujours totalement irrationnel, totalement sans explication. Et c'est cette partie-là qui, aujourd'hui, n'arrive toujours pas à être diminuée. Et là, voilà, moi, je n'ai pas d'explication, mais je trouve que c'est important quand même de... Voilà. Et je m'excuse, j'ai encore un exemple par rapport à... Alors, on n'est pas dans... Si, quand même un peu. Par rapport au plan d'action pour mener des projets très concrets. Bon, la Suisse, c'est comme vous l'avez rappelé, avec ses différents niveaux. La ville de Genève vient de voter à l'unanimité du dernier plénum du conseil municipal un plan d'action sur la place des femmes dans la rue. Mais c'est dans l'espace public, oui, c'est plus vaste que seulement la rue, oui, c'est juste. Mais c'est une révolution. Ouais. Merci beaucoup. Puis c'est ça, si on peut partager ces expériences ou ces constats concrets, il n'y a rien de mieux, finalement. Merci infiniment, hein, vraiment, pour ces 5 exemples, c'est parfait. Monsieur le Président, vous avez une question. Ça sera du reste la dernière, je vous le dis tout de suite, parce qu'après, oui, je vous convoque pour une petite conclusion. Vous êtes d'accord? Ah, d'accord. Bon, peut-être c'est pour mentionner quelque chose que je n'ai pas écouté. Et je ne sais pas, après Grèce 16, je vais écrire un livre sur ma famille. Ma mère, elle avait 8 sœurs. C'était que des filles. C'était 9. Mon père, il était fils unique. Nous, on était 6 garçons. Et nous, les garçons, nous n'avons que des filles. Alors, c'est à ne pas croire. Mais ma mère, elle était un mélange de Mère Teresa de Calcutta et General Patton. C'était un mélange comme ça. Et l'égalité, c'était à la maison. Ses sœurs étaient vraiment les championnes. Elle se faisait respecter. Elle nous indiquait, voilà, vous n'êtes pas mieux. En fait, les femmes, elles sont bien meilleures
que les garçons. Vous cherchez vraiment l'égalité? Vraiment? Est-ce qu'on peut déjà dire qu'une fille est bête parce qu'elle a le droit d'être bête? Ou on ne peut pas le dire parce que les garçons sont bêtes? Nous avons tous les défauts, depuis pédophile, jusqu'à la connerie la plus insupportable. Alors, est-ce que vous cherchez vraiment l'égalité au sommet, dans les hauts postes, ou dans toute la gamme de l'égalité? Il y a l'égalité au niveau le plus bas. Au niveau le plus bas. Moi, que je travaille avec les tables de mortalité et de morbidité, je vois que les femmes se comportent de plus en plus comme les hommes. L'alcool, la fumée, sédentarité, les questions cardiaques, ils deviennent plus des hommes qui meurent plus tôt avec des maladies qui avant c'était des maladies d'hommes. Alors, ma question c'est la maison. Chez moi, il n'a pas fallu en 3 générations de femmes, hommes, femmes, avoir une réglementation ou un projet national, parce que c'est à la maison et c'est le noyau. J'allais à l'école avec le chip, j'allais au travail avec le chip. Et quand je passais un contrat, je ne faisais pas aucune différence. Alors, je sais que l'aspect laboral, il est fondamental, mais l'aspect familial et changer les mentalités, comme ça a été mentionné, c'est fondamental et c'est l'un des gros challenges parce qu'on attend qu'on ne change pas chez soi, mais il faut que les grandes manœuvres des législations, des partis politiques, des leaderships changent. Et il faut changer dans les deux sens, depuis le bas et depuis le haut. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Si vous êtes d'accord, bon, on ne va pas vous répondre parce que j'ai vu, vous n'avez pas vu parce qu'on se regardait, mais pendant que vous parliez, tout le monde faisait comme ça, en fait, signe de la tête, c'est vraiment, vraiment très très important. Mesdames et messieurs, c'est comme si on avait bu un verre en se parlant, vous voyez, mais sauf qu'on n'avait pas de verre. Mais bon, voilà. Si vous permettez, je devrais entrer en matière. Je vais entrer en matière avec notre président pour qu'il puisse nous proposer une petite conclusion, une synthèse. Moi, je lui avais proposé une formule, quoi, enfin, une formule qui me plaisait assez, mais que je lui pose 3 questions. Si vous êtes toujours d'accord, oui, Monsieur le Président. Oui, si on a le temps. Ben, on a le temps. Vous n'avez pas besoin de me répondre avec des phrases et des phrases et des phrases. En réalité, j'avais 3 questions à poser à notre président, qui est là, qui a tout écouté. Vous avez vu, quand même. Moi, je le surveillais aussi. Donc, en fait, je voulais lui poser comme première question, est-ce qu'il y a un point dans tout ce qu'on s'est dit qui vous a spécialement intéressé ce soir? Bon, il y a l'allusion au changement des mentalités. Pour moi, le changement mental à la maison, comme je l'ai dit, mais au travail, c'est fondamental. Aussi, le point qui a été mentionné, qu'est-ce que c'est un homme et le rôle de la masculinité et la féminité. J'ai eu des chefs femmes qui étaient pires que des hommes parce qu'elles discriminaient les femmes. Alors, c'est pas donné, c'est pas donné. Il faut que les femmes à tous les niveaux aient aussi cette référence. Et cette conscience. Et cette conscience, en fait. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question, mais qui est tout aussi brute que la première. C'est, en fait, est-ce que dans tout ce qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui vous a révulsé, qui vous a vraiment peiné? Non, non, vraiment pas. Peut-être le manque de temps. Je vois que nous sommes tellement animés qu'on pourra continuer ici des heures et des heures. Alors c'est quelque chose que je sens, je perçois que ça nous touche intimement à tous. Nous avons des histoires intimes et des histoires collectives à partager. Et les discriminations, l'égalité dans l'humanité entre hommes et femmes, ça passe par, bien sûr, beaucoup de défis. Les défis sont multiples, mais on avance. Ça nous touche, puis on va évidemment le dire à Stéphane Birchmeyer, parce qu'on n'était pas beaucoup, mais on était les meilleurs, ça on est d'accord. On n'était pas beaucoup, mais on peut recommencer l'expérience quand on veut, d'une certaine manière. Et le bénévole de service est toujours à ton service. Voilà. Et puis j'ai une troisième question. Est-ce que dans tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, hein, et dans tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué?
Peut-être l'évolution, puisque nous sommes des seniors et des millennials, l'évolution entre le passé, c'était pire avant. J'ai eu des commentaires. Il y a une évolution, il y a des acquis. On a beaucoup avancé. Mais, comme ça a été aussi dit, c'est pas le même développement en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Alors, on est 7 milliards. Je ne sais pas si on peut être content que 1 milliard avance et 6 milliards rétrocèdent. Alors, les chiffres, l'évolution, la masse, c'est très important. Oui, l'histoire, c'est ça. Et du reste, c'est une des spécialités, c'est pour ça que c'est une de vos spécialités, précisément, l'histoire de l'évolution et de l'égalité, si je puis dire. Ça, c'est vraiment... il ne faudra jamais l'oublier, en réalité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Non. Vraiment, est-ce qu'on peut s'applaudir mutuellement bien. Merci infiniment. Merci à tous les panélistes. Vraiment, c'était un délice. Et puis, je pense qu'on a le droit de boire un verre, ou bien... Oui. Mais peut-être avant, on peut remercier Laurent Bonnard, parce qu'il nous a... Alors, on peut passer boire un verre. Dans le fond, Gressels, est-ce que vous avez une activité ces prochaines semaines? Qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines semaines? Mardi, la semaine prochaine, on a une collaboration avec l'Université de Genève. Ah, d'accord. À l'Université de Genève pour des étudiants qui s'intéressent dans le fonctionnement du Bureau international du travail, le rôle du tripartisme et le rôle des employeurs. Ça, c'est la semaine prochaine. Et puis là, vous avez aussi du pain sur la planche. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Santé.